Pendant 5 ans, on a raconté l'histoire d'une fuite, d'une nouvelle vie ailleurs. Mais la vérité, elle, était bien plus sombre et se trouvait à peine à 2 heures de chez eux. Comment une famille entière, avec 2 jeunes enfants, disparaît-elle de sa maison verrouillée, sans laisser de traces, juste des assiettes à moitié pleines et des chiens affamés? Et pourquoi, 5 ans plus tard, leur corps serait-il retrouvé dans une forêt, brutalement assassiné? Si vous aviez été la police en 2013, quelle théorie auriez-vous privilégiée? Partagez vos hypothèses dans les commentaires ci-dessous. Et pour plonger dans d'autres mystères glaçants qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous à Vestiges d'un mystère et activez la cloche. Pour percer le voile de cette illusion macabre, nous devons retourner à la source, au printemps 2013, dans les environs de Limoges. Avril 2013, les contreforts verdoyants de Limoges baignaient dans une douceur printanière trompeuse. C'était une saison de renouveau, mais pour la famille Dufresne, elle marquerait le début d'une absence qui défierait toute logique. Claire, 38 ans, avec son esprit vif et son rire contagieux, était l'âme de sa petite entreprise de design floral. Alain, son mari, ingénieur discret mais solide, était l'encre de leur foyer. Leurs 2 filles, Élise, 6 ans, et Juliette, 4 ans, étaient le reflet de leur bonheur, des éclats de vie qui emplissaient leur maison pavillonnaire, nichée dans un quartier résidentiel paisible, à l'écart du tumulte urbain. Leur existence, tissée de routines réconfortantes et de petits bonheurs quotidiens, semblait à l'abri des drames, un tableau idyllique de la vie de famille française. Ce mardi-là, Louis Mercier, le père de Claire, avait préparé le déjeuner avec une impatience habituelle. Claire avait promis de passer après un rendez-vous client en ville. 12h30, 1h, l'assiette de Louis refroidissait. L'inquiétude, cette petite graine insidieuse, commença à germer. Claire était ponctuelle, une qualité héritée de sa mère, et jamais elle ne manquait un engagement sans prévenir. Louis tenta son téléphone, puis celui d'Alain. Aucune réponse. Le répondeur, cette voix impersonnelle, résonnait comme un avertissement. 1h30, 2h. Le silence au bout du fil prenait une tournure menaçante. Louis, un homme dont la sérénité n'était ébranlée que par des craintes légitimes, sentit une angoisse glaciale s'installer dans sa poitrine. Il décida d'agir, de balayer cette vague de panique qui menaçait de le submerger. Il monterait dans sa vieille Peugeot et irait voir par lui-même. Arrivé devant la maison des Dufresne, une impression étrange l'accueillit. Le portail était fermé, la voiture de Claire, une Renault Clio familière, était garée dans l'allée. Un détail anodin, mais qui, dans le contexte de l'absence, prenait une signification macabre. Louis frappa à la porte d'entrée, puis aux fenêtres, sa voix appelant Claire, Alain, puis les petites, avec une urgence croissante. Seul le silence lui répondit, un silence pesant, anormal pour une maison habituellement si pleine de vie. De l'intérieur, il perçut un gémissement faible, puis un aboiement plaintif. C'étaient les chiens, 2 labradors, dont la présence était rassurante, mais le son de leur détresse était déchirant. Louis fit le tour de la maison, à l'estomac noué. Pas de fenêtre ouverte, pas de porte forcée. Rien qui ne suggère une intrusion. La serrure de la porte arrière était inébranlable. C'était comme si la maison s'était refermée sur elle-même, emprisonnant ses secrets. Par la fenêtre de la cuisine, il entrevit une scène figée dans le temps, des assiettes de petit déjeuner à moitié pleines sur la table, des jouets d'enfants éparpillés sur le sol du salon. Une tartine de confiture séchée sur le comptoir, un verre de lait renversé. Des signes d'une vie brutalement interrompue, comme si ses occupants s'étaient évanouis en plein milieu d'une journée ordinaire. La nourriture laissée à l'abandon, les chiens affamés et assoiffés, hurlant à présent leur détresse derrière la porte, tout hurlait à l'interruption violente, une rupture inattendue dans la trame du quotidien. C'est cette image de l'abandon subi, de l'urgence non signalée, qui fit basculer l'inquiétude de Louis en certitude. Quelque chose de grave s'était produit. Il composa le 17, sa voix tremblante mais ferme, rapportant la disparition inexpliquée de sa fille, de son gendre et de ses petites filles. La police arriva rapidement, des visages graves et professionnels qui inspectèrent les lieux avec une minutie clinique. Le constat fut le même, aucune trace d'effraction, aucune preuve de lutte. La maison était une capsule temporelle, un témoignage muet d'une vie qui s'était arrêtée net. Les chiens furent libérés, leur faim et leur soif apaisées, mais leur agitation persistait, comme s'ils comprenaient l'ampleur du vide qui s'était installé. Les premières heures de l'enquête furent marquées par une perplexité croissante. Comment 4 personnes pouvaient-elles disparaître sans laisser la moindre trace, d'une maison pourtant verrouillée de l'intérieur? Les voisins furent interrogés, livrant des témoignages contradictoires. L'un avait vu Alain charger des sacs dans sa voiture quelques jours auparavant, l'autre avait remarqué la lumière allumée tard dans la nuit. Rien de concluant, juste des fragments d'une vie qui glissaient entre les doigts des enquêteurs. Puis, une semaine après le signalement, une découverte majeure fut faite. La Peugeot 508 familiale d'Alain fut retrouvée abandonnée sur une aire de repos près de la frontière franco-suisse, à des centaines de kilomètres de Limoges.
Le véhicule était vide, impeccablement fermé, sans le moindre indice. L'espoir initial d'une simple fugue ou d'un accident de la route s'évanouit, remplacé par une nouvelle et troublante piste. Parallèlement, l'analyse des ordinateurs des Dufresne révéla des recherches récentes sur des destinations lointaines, des vols internationaux et des formalités d'immigration pour le Canada et l'Australie. Ces éléments, mis bout à bout, commencèrent à dessiner une théorie qui, bien que difficile à accepter, semblait la plus plausible pour les autorités, celle d'une fugue planifiée. Pour la gendarmerie, Claire et Alain Dufresne avaient délibérément choisi de disparaître, d'effacer leurs traces et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Cependant, cette explication, aussi logique qu'elle puisse paraître aux yeux des enquêteurs, heurtait de plein fouet l'intime conviction de Louis et de la famille de Claire. Claire n'aurait jamais fait ça, répétait Louis, sa voix brisée par le chagrin et l'incompréhension. Elle adorait son travail, son entreprise était toute sa vie. Et les chiens. Elle ne les aurait jamais abandonnés. Jamais. Ses autres enfants, les frères et sœurs de Claire, partageaient la même incrédulité. Ils décrivaient Claire comme une femme profondément ancrée dans sa communauté, dévouée à sa famille et à ses responsabilités. Alain, bien que plus réservé, était décrit comme un père aimant et un mari fiable, incapable d'une telle trahison envers leurs proches. Les Dufresne n'avaient pas de dettes connues, pas d'ennemis apparents, pas de raison valable de fuir une vie qu'ils semblaient chérir. La théorie de la fuite volontaire était pour eux une insulte à la mémoire de Claire et d'Alain, une simplification brutale d'une absence qui criait le mystère. Malgré les protestations de la famille, le dossier fut classé sans suite, la version officielle s'imposant peu à peu. La communauté de Limoges, d'abord choquée, finit par accepter l'idée d'une évasion, d'un nouveau départ secret, même si la raison demeurait obscure. Les rumeurs allèrent bon train, alimentées par le vide laissé par les Dufresne. La maison fut vendue, les biens dispersés, et les souvenirs commencèrent à s'estomper pour beaucoup. Mais pour Louis Mercier et le reste de la famille, l'affaire était loin d'être close. Ils savaient, au plus profond d'eux-mêmes, que la vérité était bien plus complexe, bien plus sombre que la version officielle. Le chapitre de l'incertitude venait de s'ouvrir, annonçant des années de questions sans réponse, et la persistance d'une vérité cachée, enfouie sous les couches du temps et de l'oubli. 5 années s'étaient écoulées depuis la disparition des Dufresne, et avec elle, une sorte de paix trompeuse s'était installée sur la petite communauté de Montignac-Lascaux. La théorie de la fugue, d'abord une hypothèse, était devenue une certitude confortable, presque une vérité sacrée, permettant à chacun de tourner la page sans trop de questions. On imaginait les Dufresne refaisant leur vie sous le soleil espagnol ou les palmiers des Caraïbes, oubliant leur passé, et par la même occasion, ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. C'était une explication simple, rassurante, qui évitait d'affronter l'abîme d'une réalité bien plus sombre. L'enquête, progressivement, s'était essoufflée, reléguée au rang des affaires classées, des mystères non résolus que le temps se charge de recouvrir de poussière. Mais l'été 2018, caniculaire et lourd de promesses estivales, allait déchirer ce voile d'amnésie collective. Marion Laurent, une femme d'une trentaine d'années, passionnée de randonnée et habituée des sentiers escarpés de la Dordogne, se préparait pour sa promenade matinale habituelle dans la vaste et dense forêt de Lascaux. Le soleil perçait à peine la canopée, dessinant des motifs mouvants sur le sol parsemé de feuilles mortes et de mousse. L'air était encore frais, chargé de l'odeur de terre humide et de pin. Marion avançait d'un pas régulier, le chant des oiseaux pour seule compagnie, appréciant la solitude et la beauté sauvage de ce lieu qu'elle connaissait si bien. Son parcours l'emmena hors des sentiers battus, vers une zone moins fréquentée qu'elle affectionnait pour son calme absolu, un coin plus reculé où la végétation était particulièrement dense, presque impénétrable. Elle cherchait un point de vue qu'on lui avait décrit, un affleurement rocheux offrant un panorama sur la vallée. En s'enfonçant plus profondément, à travers un épais rideau de fougères et de ronces, son pied buta contre quelque chose de mou. Elle trébucha, mais réussit à retrouver son équilibre, un léger agacement la parcourant. C'est en regardant ce qui l'avait fait trébucher qu'un frisson glaçant la parcourut, bien plus intense que la fraîcheur matinale. Sous une couche de feuilles mortes et de terre légère, à peine dissimulée par la végétation basse, des formes étranges se dessinaient. D'abord, elle pensa à des racines noueuses, ou peut-être à un bois mort. Mais en écartant quelques branchages, la vérité, brutale, s'imposa à elle. Ce n'était pas du bois. C'était une structure osseuse, d'une couleur jaunâtre tirant sur le gris, avec une texture poreuse et irrégulière. Un fémur, presque entièrement exposé, et à côté, un fragment de ce qui ressemblait étrangement à un bassin. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle n'était pas médecin, pas légiste, mais son instinct lui hurlait la vérité. Ce n'étaient pas des os d'animaux. La taille, la forme, la structure, ils étaient indubitablement humains. Une nausée subite lui tordit l'estomac. L'odeur, d'abord imperceptible, devint soudainement écœurante, une âcre effluve de décomposition, de terre et de mort. Elle recula d'un pas, puis de deux, la gorge serrée,
les yeux rivés sur ces vestiges macabres. La solitude de la forêt, si apaisante quelques instants plus tôt, se transforma en un silence assourdissant, lourd de menaces. La panique montait, froide et implacable. Elle sortit son téléphone, ses doigts tremblants si fort qu'elle eut du mal à composer le numéro d'urgence. Allô? Police secours? Sa voix était à peine un murmure, étranglé par l'horreur. Je crois que j'ai trouvé des restes humains. Dans la forêt de Lascaux. Elle tenta de donner sa position avec le plus de précision possible, sa voix se renforçant légèrement à mesure qu'elle décrivait l'horreur, comme si le simple fait de verbaliser la rendait plus réelle, plus urgente. En quelques dizaines de minutes, le calme de la forêt fut brisé par le hurlement des sirènes. Les premières patrouilles arrivèrent, suivies rapidement par des techniciens de la police scientifique et des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Le périmètre fut immédiatement sécurisé, un ruban jaune et noir délimitant désormais la scène de crime. Les visages des gendarmes, d'abord sceptiques, se figèrent à la vue des ossements affleurant le sol. Le commandant Dupuis, un homme expérimenté au regard las, arriva peu après, son visage trahissant une gravité silencieuse. « Madame Laurent, pouvez-vous nous indiquer l'endroit exact de votre découverte ?» demanda-t-il, sa voix calme malgré la tension palpable. Marion, encore sous le choc, les mena au point précis. Les experts commencèrent leur travail méticuleux. Armés de petites truelles et de pinceaux, ils dégageaient la terre avec une infinie précaution. La découverte ne tarda pas à prendre une ampleur terrifiante. Ce qui semblait être quelques ossements éparpillés se révéla être bien plus sinistre. Sous les fougères, les enquêteurs mirent au jour non pas une, mais 2 fosses peu profondes, creusées à la hâte, à peine dissimulées. Dans chacune, des sacs plastiques épais, noirâtres, semblaient contenir des formes indistinctes. L'odeur devint insoutenable, obligeant certains techniciens à reculer. Avec une délicatesse macabre, les sacs furent ouverts. L'horreur se révéla alors dans toute sa crudité. À l'intérieur des premiers sacs, des corps en état de décomposition avancée furent découverts. Puis d'autres, et encore d'autres. 4 individus au total. 2 adultes et 2 enfants, leurs restes entremêlés, comme jetés là sans cérémonie. La scène était insoutenable, même pour les plus aguerris des enquêteurs. Le temps avait fait son œuvre, ne laissant que des squelettes et des lambeaux de chair et de vêtements, mais l'atrocité de la mise en scène était évidente. À côté des corps, dans l'une des fosses, un objet attira l'attention des enquêteurs, un marteau de charpentier, lourd, d'environ 1,5 kg, son manche en bois sombre et sa tête métallique. Des traces de ce qui semblait être du sang séché, brun et incrusté, maculaient la partie métallique. C'était l'arme du crime, sans aucun doute, abandonnée là, comme un cruel aveu. Les corps furent transportés à l'Institut médico-légal de Bordeaux pour des autopsies et des analyses approfondies. Les enquêteurs travaillaient sans relâche, espérant trouver la moindre piste, le moindre indice permettant d'identifier les victimes. Les comparaisons ADN étaient le premier réflexe, mais l'état des corps rendait le processus long et complexe. C'est finalement grâce aux fiches dentaires que la vérité éclata, avec la force d'une déflagration. Les experts ne tardèrent pas à établir des correspondances. Les profils dentaires des 2 adultes et des 2 enfants correspondaient parfaitement à ceux des Dufresne, Philippe, Martine, et leurs 2 enfants, Antoine et Léa. Ils n'avaient pas fui. Ils n'étaient pas partis refaire leur vie ailleurs. Ils étaient là, sous la terre de Lascaux, morts depuis 2013, l'année même de leur disparition. La nouvelle frappa la France entière comme une bombe. La théorie de la fugue, si longtemps choyée, s'effondra en un instant, révélant la macabre réalité d'un quadruple meurtre. Le choc fut immense. La petite communauté de Montignac-Lascaux, qui avait si longtemps vécu avec le confort d'une illusion, fut plongée dans l'horreur. Les questions, qui avaient été mises de côté, ressurgirent avec une violence inouïe. Qui avait pu commettre un tel acte? Pourquoi les Dufresne, une famille sans histoire apparente, avaient-ils été ciblés? Et surtout, comment ce secret avait-il pu être gardé pendant 5 longues années? Le mystère des Dufresne n'était plus celui d'une disparition, mais celui d'un assassinat brutal, et l'ombre d'un tueur insaisissable planait désormais sur la Dordogne. La découverte des corps dans les bois, macabre et irréfutable, avait pulvérisé la théorie initiale d'une fugue délibérée. L'espoir ténu, mais irrationnel, que la famille de Claire Roussel ait pu simplement choisir de disparaître, s'était évanoui, laissant place à une réalité bien plus sombre et glaçante. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues, mais un crime, un meurtre, une exécution méthodique dont l'ampleur et la cruauté laissaient les enquêteurs silencieux. Le commissaire Dubois, un homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier, avait senti le poids de l'échec initial peser sur ses épaules. Ils avaient cherché des vivants, ils avaient trouvé des morts. Avec la confirmation que les corps appartenaient bien à Claire, son mari et leurs 2 enfants, l'enquête avait basculé, prenant un tournant radical. Le périmètre de recherche s'était élargi, passant des chemins de la fuite aux sentiers sinueux du motif. Les premières investigations,
axé sur les habitudes de vie de la famille et leurs relations personnelles, avait été superficiel quant aux aspects financiers. Après tout, une fugue est souvent précédée de retraits massifs. Mais là, l'argent n'avait pas servi à s'enfuir. Il avait servi à autre chose. C'est dans ce contexte de réévaluation méthodique que les dossiers financiers de Claire Roussel, et plus précisément ceux de son entreprise de conseil en communication, Claire Image, sont remontés à la surface. Initialement, ils avaient été examinés rapidement, à la recherche d'anomalies flagrantes, de signes précurseurs d'un départ précipité. Rien de tel n'avait été relevé. Les comptes semblaient ordinaires, leur solde en adéquation avec l'activité. Mais avec la mort confirmée de la famille, le regard des enquêteurs s'était aiguisé, cherchant désormais l'invisible, l'imperceptible. Le détective Moreau, jeune mais méticuleux, fut chargé de cette nouvelle plongée dans les chiffres. Ses nuits étaient désormais peuplées de relevés bancaires et de bilans comptables. Les premiers jours furent frustrants. Puis, une anomalie, subtile d'abord, puis de plus en plus troublante, commença à émerger des piles de documents. Entre mars et avril 2013, soit plusieurs mois après la date présumée de la mort de la famille, une date que les légistes avaient désormais établie avec une précision terrifiante. Plusieurs paiements avaient été effectués depuis le compte de Claire Image. « Commissaire, vous devez voir ça », avait dit Moreau, le visage pâle sous l'éclairage blafard du bureau. Ces chèques. Dubois s'était penché sur les documents. Des paiements pour des fournisseurs, des services de maintenance, même un petit salaire pour un stagiaire qui avait cessé son activité bien avant. La somme totale n'était pas astronomique, mais elle était significative. Des dizaines de milliers d'euros avaient transité par ce compte. L'entreprise de Claire, censée être à l'arrêt depuis la disparition de sa fondatrice, avait continué à fonctionner, du moins sur le papier. Les signatures, avait murmuré Dubois, ses yeux parcourant les lignes d'encre. Elles ressemblent à celles de Claire. C'est ce que j'ai pensé au début, avait confirmé Moreau. Elles sont presque parfaites. Trop parfaites, peut-être. C'est là que l'intuition, ce sixième sens qui sépare le détective du simple fonctionnaire, avait frappé. L'affaire avait été confiée à Madame Leclerc, une graphologue réputée, aux doigts agiles et à l'œil affûté par des décennies d'expertise judiciaire. Elle avait reçu les chèques incriminés, ainsi que des échantillons d'écriture authentique de Claire Roussel, lettres personnelles, anciens contrats, relevés signés. Le rapport de Madame Leclerc était tombé quelques jours plus tard, comme un coup près. Ses conclusions étaient sans appel, bien que nuancées par la prudence scientifique. Les signatures, avait-elle écrit dans son rapport concis mais dévastateur, bien qu'en apparence fidèle, présentent des anomalies mineures mais récurrentes. Une légère hésitation dans le trait ascendant de la lettre C, une pression inconstante sur le point du I, et une fluidité générale qui, paradoxalement, est trop uniforme pour une écriture naturelle. Il s'agit de ce que nous appelons de petites fraudes, des micro-imperfections qui révèlent une imitation, non une originalité. Quelqu'un a minutieusement reproduit la signature de Madame Roussel. Le silence s'était fait lourd dans le bureau du commissaire. L'air semblait plus froid. Les implications étaient terrifiantes. Si les signatures étaient falsifiées, cela signifiait que quelqu'un avait délibérément opéré l'entreprise de Claire Roussel après sa mort. Non seulement après sa disparition, mais après son meurtre. Cette personne avait continué à émettre des paiements, à gérer des transactions, à faire vivre l'illusion d'une activité normale, tout en se dissimulant derrière l'identité de la victime. Donc, avait articulé Dubois, sa voix grave, quelqu'un a utilisé la mort de Claire pour continuer à piller son entreprise. Pas seulement piller, commissaire, avait rectifié Moreau, le front plissé. Ils ont opéré l'entreprise. Ils ont continué à faire entrer et sortir de l'argent. C'est plus qu'un simple vol. C'est une exploitation post-mortem. La suspicion cruciale était née, l'individu derrière ces transactions frauduleuses n'était pas un opportuniste lambda. Il fallait qu'il ait un accès privilégié au compte de l'entreprise, une connaissance intime des affaires de Claire, peut-être même de sa signature. Quelqu'un qui connaissait le fonctionnement de Claire Image, ses fournisseurs, ses clients, et qui avait eu la froideur d'esprit de maintenir cette façade de normalité alors que le corps de Claire gisait en terre depuis des mois. Cette anomalie financière ne soulevait pas seulement la question de l'identité de l'escroc, mais elle pointait vers un motif caché, bien plus profond que le simple gain monétaire immédiat. C'était la démonstration d'une préméditation calculée, d'une absence totale de remords. Se bénéficier de la tragédie, non pas en volant ce qui existait, mais en prolongeant l'existence d'une entité pour en extraire du profit, était d'une cruauté insondable. L'argent, silencieux témoin, commençait à parler, et sa voix était celle d'une trahison glaçante, suggérant que le meurtrier pourrait bien être quelqu'un du cercle intime de la famille Roussel, un individu dont la cupidité dépassait l'entendement, et dont la froideur était à la mesure de l'horreur du crime. L'enquête, désormais, avait un nouveau visage, celui du bénéficiaire caché, de l'ombre qui dansait sur les tombes.
Les lumières blafardes du bureau de la brigade financière éclairaient les visages tendus des enquêteurs. Le capitaine Dubois, les traits tirés par des nuits blanches, se penchait sur des relevés bancaires, des factures, des contrats. L'affaire Dufresne, initialement classée comme une disparition volontaire, avait pris une tournure macabre avec la découverte des corps. Mais l'énigme des fraudes financières, détectées après l'examen des comptes de Claire Dufresne, persistait. Elles étaient le fil rouge, la seule explication plausible à une telle tragédie. Les chiffres dansaient devant les yeux des policiers, des transactions douteuses, des fonds siphonnés, des anomalies qui criaient à la malversation. « C'est une hémorragie, capitaine », avait déclaré l'un de ses lieutenants, pointant du doigt des transferts vers des comptes offshore. Quelqu'un vidait la caisse de l'entreprise de Claire Dufresne. Et ce n'est pas un petit joueur. L'enquête s'était concentrée sur les partenaires commerciaux de Claire, ses employés, tout individu ayant un accès privilégié à ses finances. Les interrogatoires se succédaient, les alibis étaient passés au crible, mais aucune piste solide ne se dessinait. C'était une course contre la montre, une quête désespérée de la vérité dans un océan de mensonges et de dissimulation. Pendant ce temps, au laboratoire de la police scientifique, une autre forme d'investigation progressait. Le véhicule des Dufresne, retrouvé abandonné des mois plus tôt, avait été passé au peigne fin. Chaque recoin, chaque surface avait été méticuleusement examinée. L'espoir était mince. Le temps avait fait son œuvre, effaçant de nombreuses traces, mais l'équipe n'avait rien laissé au hasard. C'est sur le volant, là où les mains du conducteur reposent naturellement, qu'un fragment d'ADN avait été isolé. Une trace infime, presque invisible, mais suffisante. Le prélèvement avait été envoyé pour analyse, une procédure routinière qui, parfois, révélait l'impensable. Quelques jours plus tard, le téléphone du capitaine Dubois sonna. La voix à l'autre bout du fil était celle de la légiste, empreinte d'une gravité inhabituelle. Le résultat était tombé. Le choc fut brutal, une décharge électrique qui parcourut l'équipe. L'ADN prélevé sur le volant du véhicule des Dufresne correspondait à un profil enregistré dans le fichier national, celui de François Martin. Le nom résonna dans le bureau, lourd de sens. François Martin. Un homme connu de tous dans la petite ville, un pilier de la communauté. Associé de Claire Dufresne dans l'entreprise, il était réputé pour son intégrité, sa gentillesse, son dévouement. Il avait été l'un des premiers à exprimer sa consternation lors de la disparition de la famille, envoyant des messages de soutien aux proches, participant aux battues, offrant son aide à la police. Il avait même pleuré devant les caméras, se disant dévasté par la perte de son ami et partenaire. Sa façade de respectabilité était impeccable, sa douleur, apparemment sincère. Personne n'aurait pu imaginer la duplicité qui se cachait derrière ce sourire affable. L'incrédulité laissa rapidement place à une rage froide. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, formant une image d'une horreur inimaginable. François Martin n'était pas un simple témoin, une victime collatérale de la tragédie. Il était le loup déguisé en agneau, l'architecte du cauchemar. Les enquêteurs replongèrent dans les dossiers, cette fois avec un prisme différent. Les fraudes financières. C'était là que résidait le nœud de l'affaire. François Martin était le complice silencieux des détournements, non pas un complice, mais l'instigateur principal. Il avait méthodiquement siphonné les fonds de l'entreprise pendant des mois, voire des années, profitant de la confiance aveugle de Claire. Claire Dufresne, femme d'affaires avisée mais peut-être trop confiante, avait fini par détecter les anomalies. Des chiffres ne collaient pas, des dépenses étaient injustifiées. Elle avait alors pris une décision qui allait sceller son destin et celui de sa famille. Elle avait programmé un audit complet des comptes de l'entreprise pour la semaine suivant le crime. Une date fatidique qui aurait mis en lumière les agissements de François Martin, le démasquant, ruinant sa réputation et le menant droit à la prison. La révélation de l'audit imminent fut le déclencheur, le point de non-retour pour François. Pris au piège, acculé, il avait vu son empire de mensonges et de profits illicites s'effondrer. La perspective d'être découvert, de perdre tout ce qu'il avait volé, était intolérable. Dans un acte de pure lâcheté et de brutalité calculée, il avait pris la décision la plus extrême, éliminer Claire et sa famille pour faire disparaître toute trace, tout témoin, toute preuve. L'horreur de son plan se dessina alors. Il avait orchestré la mise en scène de la fugue à Planjada avec une froideur terrifiante. Les valises préparées à la hâte, les messages laissés à la hâte, le véhicule abandonné loin de tout avait été conçu pour faire croire à un départ volontaire, une fuite en avant d'une famille désirant échapper à ses problèmes ou à une nouvelle vie. Il avait méticuleusement créé une diversion, un écran de fumée derrière lequel il espérait que les corps des Dufresne ne seraient jamais retrouvés, que la vérité ne serait jamais révélée. Il avait dû faire monter la famille dans leur propre voiture, les conduisant vers leur destin funeste, avant de retourner le véhicule pour le laisser là, comme une fausse piste. Le sang-froid requis pour un tel acte était sidérant. Pendant 5 longues années, François Martin avait mené une double vie insoutenable.
Le jour, il était le respectable homme d'affaires, le voisin souriant, l'ami compatissant. Il continuait de gérer l'entreprise qu'il avait dépouillée, tirant profit de la disparition de Claire, amassant des richesses sur le cadavre financier de ses victimes. La nuit, le poids de ses actes devait peser, ou peut-être pas. La psyché d'un tel individu restait un abîme insondable pour les enquêteurs. Il avait assisté aux funérailles symboliques, consolé les proches, participé aux commémorations, tout en sachant que les corps de Claire, de son mari et de leurs enfants pourrissaient dans la forêt, abandonnés, oubliés, leurs tombes anonymes dans le silence des bois. Chaque sourire qu'il adressait, chaque poignée de main, chaque mot de réconfort était une profanation, un témoignage glaçant de sa monstruosité. Il avait bâti sa nouvelle prospérité sur le silence des morts, sur le chagrin des vivants. La découverte de son ADN n'était pas seulement la révélation de l'identité du tueur, c'était la mise à nu d'une âme corrompue, d'un monstre tapi dans l'ombre, qui avait marché parmi eux, un loup parmi les brebis, pendant des années. L'heure de la justice avait enfin sonné. En cette année 2024, le silence pesait lourd sur la salle d'audience du palais de justice de Paris. Après des années d'attente, de doutes et de spéculations, le rideau allait enfin tomber sur le drame qui avait ravagé la famille Dubois. François Martin, l'homme au centre de cette tempête, était là, assis dans le box des accusés, son visage impassible trahissant une indifférence presque clinique. Le procès de l'affaire Claire Dubois avait débuté, et avec lui, l'espoir d'une vérité définitive pour ceux qui l'avaient en cherché. Dès le premier jour, l'attitude de François Martin fut une provocation silencieuse. Ses yeux clairs parcouraient la salle sans jamais s'arrêter sur les visages meurtris des Dubois. Pas un signe de nervosité, pas une once de regret ne transparaissait. Au fil des témoignages poignants, des preuves accablantes, des reconstitutions glaçantes qui détaillaient la préméditation et la brutalité de son acte, Martin restait de marbre. Son silence était plus éloquent que n'importe quel aveu, une froideur qui glaçait le sang et confirmait les pires craintes de la famille. Les avocats de la partie civile s'épuisaient à chercher une fissure dans cette façade d'acier, une once d'humanité, mais ne rencontraient qu'un vide abyssal. Le procureur, dans son réquisitoire, insista sur cette absence totale de remords, la qualifiant de monstrueuse et calculée, un trait de caractère qui rendait l'accusé encore plus dangereux. Alain, Élise et Juliette étaient présents chaque jour, assis côte à côte sur les bancs réservés aux victimes. Les années avaient creusé des sillons sur leurs visages, mais aussi forgé une résilience inattendue. Ils ne cherchaient plus à comprendre le « pourquoi » inintelligible de Martin, ils aspiraient désormais à la reconnaissance légale de leur douleur et à une justice qui mettrait un terme à leur calvaire. Alain, les cheveux désormais parsemés de gris, fixait l'accusé avec une intensité qui aurait dû le brûler, mais Martin ne s'y est pas. Élise, toujours aussi digne, tenait la main de Juliette, dont le regard d'enfant avait été remplacé par une mélancolie profonde, celle d'une jeune femme ayant grandi à l'ombre d'une absence déchirante. Chaque détail macabre révélé par l'enquête, chaque témoignage décrivant les derniers instants de Claire, était un coup de poignard, mais ils enduraient, sachant que c'était le prix à payer pour atteindre le bout de ce tunnel. Le procès fut un parcours tortueux, rythmé par des expertises balistiques, des analyses ADN, des témoignages d'experts et de proches. Les mensonges de Martin furent méticuleusement déconstruits, révélant la toile complexe de tromperie qu'il avait tissée pour masquer son crime. L'image de Claire, vivante, aimante, souriante, était juxtaposée à la réalité brutale de sa fin, une dissonance que le tribunal s'efforçait de concilier. Le passé ressurgissait, non pas pour tourmenter davantage, mais pour éclairer, pour prouver que la disparition n'était pas le fruit d'une volonté propre, mais bien la conséquence d'un acte délibéré et malveillant. Le jour du verdict arriva, à l'air chargé d'une tension palpable. La salle était comble. Le juge, d'une voix grave et posée, prononça les mots que la famille avait attendus pendant si longtemps. La cour, après délibération, déclare François Martin coupable des faits qui lui sont reprochés, et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Un soupir collectif traversa la salle. Pour la famille Dubois, ce ne fut ni une explosion de joie, ni un cri de vengeance. Ce fut un silence, lourd de la fatigue des années et du poids de la vérité. Les larmes coulèrent, mais c'étaient des larmes de soulagement, non pas de bonheur. La sentence ne pouvait ramener Claire, ni effacer la douleur, mais elle apportait la fin de l'incertitude. L'homme qui avait volé leur fille, leur sœur, était désormais enfermé, sa capacité de nuire neutralisée. Dans les jours qui suivirent le verdict, une forme de paix fragile commença à s'installer. La perpétuité pour François Martin ne comblait pas le vide laissé par Claire, Alain, Élise et Juliette le savaient. La paix complète était une chimère, une promesse que la justice, même la plus implacable, ne pouvait tenir. Mais elle offrait la fin d'une incertitude torturante. Pendant des années, l'hypothèse d'une fuite volontaire de Claire, aussi invraisemblable fut-elle, avait plané comme un spectre, alimentant un espoir vain et une culpabilité insidieuse. Ils s'étaient interrogés sur ce qu'ils auraient pu faire, sur des signes qu'ils auraient manqués,
sur une prétendue faiblesse de Claire qui l'aurait poussé à abandonner sa vie. Le procès avait anéanti ses doutes avec une brutalité salutaire. La vérité, aussi sombre et déchirante fût-elle, s'était imposée. Claire n'avait pas fui. Elle n'avait pas abandonné sa famille. Elle avait été victime d'une exécution froide, calculée, et le plus insupportable, brutalement proche de leur foyer, dans un lieu qu'elle considérait comme sûr. La compréhension de cette réalité crue était un coup final, mais aussi une libération. La culpabilité s'était transformée en indignation, la confusion en certitude. Leur Claire n'était pas partie de son plein gré, elle avait été arrachée à leur affection. La famille Dubois avait traversé l'impensable. Ils avaient affronté la perte, le déni, la recherche désespérée, l'attente interminable, et enfin, la confrontation avec le mal absolu. Leur résilience n'était pas née de l'oubli, mais de la capacité à porter le fardeau de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes, mais elle pouvait désormais être reconstruite sur des fondations de certitude, non plus de doute. Le souvenir de Claire perdurait, non plus comme une énigme non résolue, mais comme le témoignage d'une vie brisée par une cruauté insensée. La justice avait été rendue, la vérité avait éclaté au grand jour. Et avec elle, un type de fermeture, imparfait mais définitif, qui permettrait, un jour, de respirer un peu plus librement. Et ainsi, nous voyons qu'au-delà des paysages pittoresques de la France, et derrière chaque façade, se cachent des histoires d'une profondeur inattendue. Ce n'est pas toujours dans les grands éclats que réside le véritable drame humain, mais souvent dans les murmures du quotidien, dans les choix silencieux et les sacrifices invisibles. C'est la résilience de l'esprit humain, sa capacité à porter le poids du passé tout en cherchant une parcelle de lumière, qui nous touche le plus. Ces vies, parfois en apparence ordinaires, sont en réalité des épopées de courage et de vulnérabilité. Et vous, que pensez-vous de ces drames qui se jouent loin des projecteurs? Croyez-vous que la véritable force se trouve souvent dans la discrétion, dans la capacité à continuer malgré tout? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous intéresse énormément. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'âme humaine. Merci de nous avoir rejoints.